Salut les artistes en herbe. Qui c'est qui a fait Mumuse avec de la peinture? C'est Elodie. Allez, je vais vous barbouiller un petit peu. Venez faire Mumuse avec moi. Ah, hello, si tu fais ça, tu vas bousiller ta caméra. Ah oui, t'as raison Pete. Merci, heureusement que t'es là pour m'empêcher de faire des bêtises. Mais attends, d'où tu me vois en fait? C'est un peu flippant ta voix désincarnée là. Trêve de plaisanterie les amis, aujourd'hui vous l'aurez compris, c'est le dernier épisode dans la série sur le choix du matériel pour l'aquarelle et on va parler de peinture. Ouais, comme ça on va pouvoir peindre après. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet pour que vous puissiez choisir votre peinture aquarelle en toute sérénité et aussi en fonction des petits sous-sous qu'il y a dans votre porte-monnaie. Il est kitsch mon porte-monnaie, hein. Et crado aussi. C'est parti! Alors, avant même de se demander quelle peinture aquarelle on va choisir, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la peinture aquarelle et en quoi elle est constituée. Donc la peinture aquarelle, elle est faite de plusieurs éléments. On a tout d'abord un agent colorant qui sont un ou des pigments, soit naturels, soit de synthèse. Ensuite, il faut lier ces pigments avec un liant pour obtenir la consistance de la peinture qu'on connaît. Ce liant, il facilite aussi l'adhérence des pigments au support et dans le cas de l'aquarelle, il est bien évidemment soluble dans l'eau. Ensuite, si on veut pas que notre aquarelle se transforme en un espèce de caillou tout sec impossible à réactiver, il faut lui ajouter des additifs qui sont des agents mouillants. Et enfin, pour mélanger tout ça, on a besoin d'un diluant et ici, c'est tout simplement de l'eau. Alors, des aquarelles, il en existe de différentes qualités et typiquement, on va trouver d'un côté ce qu'on appelle les aquarelles extra fines et de l'autre ce qu'on appelle les aquarelles fines. Alors ici, je suis sur le site Aquarelles et Pinceaux et ils ont ajouté une catégorie qu'ils appellent aquarelles super fines, mais c'est en fait ce qui se trouve dans le haut du panier des aquarelles fines. Je parlerai même pas des gammes scolaires parce que c'est prévu pour les enfants, donc vous arriverez pas à faire grand chose avec ces gammes-là. Alors concrètement, quelle différence entre aquarelle fine et aquarelle extra fine? La différence va se faire sur chacun des éléments constitutifs de la peinture que j'ai listé tout à l'heure. On aura tout d'abord une différence au niveau des pigments et notamment dans le niveau de broyage qui est très élevé pour l'aquarelle extra fine, ce qui permet de supprimer tous les grumeaux et agglomérats et d'obtenir une pâte lisse et uniformément colorée, alors que le niveau de broyage est plus grossier pour l'aquarelle fine. On a ensuite des différences dans la concentration en pigments qui est plus élevée pour l'aquarelle extra fine que pour l'aquarelle fine, donc on peut s'attendre à des couleurs plus intenses. On a également une différence au niveau de la pureté des pigments qui sont purs dans le cas de l'aquarelle extra fine alors que dans le cas de l'aquarelle fine, les fabricants leur ajoutent des charges pour diminuer le coût de fabrication. Et enfin, on a une différence au niveau de la gamme de couleurs disponibles qui est très étendue pour l'aquarelle extra fine alors que pour l'aquarelle fine, on a une gamme restreinte. On aura également des différences dans les autres constituants de l'aquarelle, notamment le liant. Dans le cas de l'aquarelle extra fine, les fabricants utilisent comme liant de la gomme arabique de qualité supérieure, alors que dans le cas de l'aquarelle fine, ils utilisent un liant bon marché type dextrine, qui est un dérivé de l'amidon. Juste un petit mot sur la gomme arabique pour que vous sachiez ce que c'est. C'est en fait la sève solidifiée d'un arbre de la famille des acacias. Et enfin, on aura une différence dans les agents mouillants utilisés, puisque pour l'aquarelle extra fine, les fabricants utilisent très souvent un mélange de glycérine et de miel ou uniquement du miel. Le miel est onéreux, mais il permet de garder une peinture très onctueuse. Il améliore aussi la vivacité des couleurs et leur résistance dans le temps. Donc en résumé, on peut dire que l'aquarelle extra fine est de bien meilleure qualité que l'aquarelle fine, et ça va se ressentir sur le prix, bien évidemment, puisque l'aquarelle extra fine est beaucoup plus chère que l'aquarelle fine. Donc là, pour l'exemple, on va aller voir le prix de l'aquarelle extra fine Sennelier sur le site du Géant des Beaux-Arts. On voit déjà qu'on a des groupes de prix. Alors il faut savoir que pour l'aquarelle extra fine, le prix de la peinture va dépendre du ou des pigments qui sont utilisés. Plus les pigments sont rares ou difficiles à synthétiser et plus le prix de la peinture est élevé. Les séries vont de 1 à généralement 4 ou 5, avec la série 1 étant la série la moins chère. Donc là, si on regarde le prix d'une couleur de la série 1, on voit que pour un tube de 10 ml, on est à 6,75 €, hors promotion bien évidemment. Et si on regarde maintenant le prix d'un tube de la série 4, on est à 8,95 €, soit plus de 2 € plus cher. Donc maintenant, pour la comparaison, on va aller voir le prix d'une aquarelle fine. Alors ici, sur le site du Géant des Beaux-Arts, ils appellent ça les aquarelles d'étude. On va aller voir par exemple le prix de la Van Gogh de Royal Talent.
Alors normalement, pour les aquarelles fines, on n'a pas de groupe de prix comme pour les aquarelles extra fines. La Van Gogh, c'est la seule que je connaisse qui a aussi des groupes de prix, mais c'est parce qu'ils ont ce qu'ils appellent des couleurs spéciales, qui sont en fait des couleurs métallisées, et comme elles coûtent un petit peu plus cher, ils les mettent en série 2, mais toutes leurs couleurs normales sont en série 1 et ont le même prix. Ça, c'est une constante pour les aquarelles fines, on a un prix unique pour toutes les couleurs. Et si on regarde maintenant le prix d'une couleur, on voit que pour un tube de 10 ml, on est à 3,75 €, donc bien moins cher que les tubes de 10 ml à plus de 6 € de l'extra fine Sennelier. Maintenant, la question que vous vous posez très certainement, mes chers amis, c'est est-ce qu'il est possible de débuter avec de l'aquarelle fine et de faire déjà des choses sympas? Eh ben, la réponse est oui. Moi, j'ai débuté avec cette petite boîte d'aquarelle fine de la marque Lefranc et Bourgeois. Donc, évidemment, les petites rondelles en métal n'étaient pas dessus quand je l'ai acheté. C'est moi qui les ai collées pour pouvoir aimanter la palette. En tout cas, j'ai fait mes premières expériences avec cette palette de 12 couleurs qui m'a coûté à peu près 15-16 € à l'époque et ça m'a permis de voir déjà si j'aimais l'aquarelle avant d'investir dans de l'aquarelle extra fine. Alors là, j'ai comparé quelques couleurs de cette aquarelle fine avec des couleurs de l'aquarelle extra fine Sennelier que j'utilise aujourd'hui. C'est juste à titre indicatif parce que j'avais pas exactement les mêmes couleurs dans les deux gammes, donc j'ai pris des couleurs approchantes. Alors à chaque fois, sur la colonne de gauche, on a l'aquarelle fine Lefranc Bourgeois et sur la colonne de droite, on a l'aquarelle extra fine Sennelier. Et honnêtement, moi, comme ça, à l'œil nu, je vois pas de grosse différence dans la vivacité des couleurs entre l'aquarelle fine et l'aquarelle extra fine. Peut-être qu'avec des instruments de mesure optique, on verrait une différence, mais à l'œil nu, c'est pas super flagrant. Alors, j'ai voulu comparer aussi en conditions de peinture réelle, donc j'ai fait 2 fois la même peinture. Sur la gauche de l'écran, je l'ai faite avec l'aquarelle fine Lefranc Bourgeois et sur la droite avec l'aquarelle extra fine Sennelier. Donc évidemment, c'était impossible de refaire exactement 2 fois la même chose, mais j'ai essayé de m'approcher au plus près. En tout cas, j'ai procédé de la même manière, j'ai fait les couches les plus claires au début, et puis ensuite j'ai fait des glacis pour faire monter les ombres. J'ai utilisé les mêmes teintes pour faire mes mélanges de couleurs. Alors dans les deux cas, les mélanges se font très bien, les couleurs s'appliquent aussi très bien. Dans le cas de l'aquarelle fine, j'avais la sensation d'avoir une peinture un peu plus dense, qui fuse un peu moins, mais ça c'est pas dû à la qualité de la peinture, c'est dû au fait que dans ma boîte de Lefranc et Bourgeois, le jaune de cadmium et le rouge de cadmium sont opaques, et ça joue sur la densité de la peinture, j'en reparlerai tout à l'heure quand je parlerai des couleurs opaques. En tout cas, j'ai réussi à faire mes jolies petites fleurs dans les deux cas. De nouveau, moi comme ça, à l'œil nu, je vois pas de différence hyper flagrante dans la vivacité des couleurs entre l'aquarelle fine et l'aquarelle extra fine. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que si vous débutez ou que vous avez un petit budget ou même les deux, vous pouvez très bien vous en sortir avec de l'aquarelle fine. Allez vers de l'aquarelle extra fine si vous voyez que l'aquarelle c'est vraiment votre truc et surtout si vous voulez conserver vos œuvres et même les vendre parce que l'aquarelle extra fine a une meilleure résistance dans le temps. En attendant, vous avez de quoi vous faire plaisir sans trop faire de mal à votre portefeuille avec de l'aquarelle fine. Alors prenez peut-être pas celle de La Foirefouille de chez Action, hein. Encore que je les ai pas testées, elles sont peut-être bien, mais moi j'irais plutôt vers de l'aquarelle de marque quand même. Il y en a qui sont pas mal réputées comme la Codman de Winsor & Newton, la petite aquarelle de Sennelier, l'aquarelle Academy de Schmincke, il y a aussi la Van Gogh de Royal Talent que j'ai montré tout à l'heure, donc vous avez le choix. Et sachez qu'il y a des aquarellistes qui font de très belles œuvres avec juste de l'aquarelle fine, donc vous pouvez y aller. Alors l'aquarelle, vous pouvez l'acheter sous différentes formes. Vous pouvez la trouver sous forme de petits godets comme ça qui contiennent une plaque d'aquarelle séchée qu'il faut humidifier pour réactiver. Ça c'est ce qu'on appelle un demi-godet. Il existe également des godets entiers qui font 2 fois la taille d'un demi-godet. Bien évidemment, vous pouvez aussi la trouver en tubes de différentes contenances selon les marques. Ça, c'est des tout petits tubes de 5 ml de la marque Daniel Smith. C'est pratique pour tester des couleurs dont on n'est pas sûr qu'elles vont nous plaire. Le tube de taille standard, je dirais, il fait entre 10 et 15 ml et il y a aussi des marques qui proposent des plus gros tubes. Ça, c'est pratique pour les couleurs qu'on utilise beaucoup. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter des petites palettes avec des assortiments de couleurs tout prêts comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est pratique si vous débutez et que vous ne savez pas du tout quelle couleur choisir. Par la suite, si vous voulez compléter l'assortiment de couleurs qu'il y a dans votre boîte, vous pouvez toujours acheter des godets et puis les rajouter. Bien sûr, si vous voulez garder cette flexibilité, il faut faire attention d'acheter une boîte où il y a de la place qui est prévue pour rajouter des godets.
Si vous voulez être vraiment flexible, vous pouvez acheter une boîte d'aquarelle vide et puis la remplir avec vos godets pour constituer vos assortiments, ou bien vous pouvez acheter des godets vides et les remplir avec de l'aquarelle en tube. Alors dans la pratique, quelle différence entre peinture en godet et peinture en tube et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre ? Alors une première différence entre l'aquarelle en godet et l'aquarelle en tube peut se situer au niveau du prix. Là je suis sur l'aquarelle fine Cotman de Winsor & Newton. On voit qu'il nous propose deux formats, soit le demi-godet, soit le tube de 21 ml. Et bien sûr le demi-godet est beaucoup moins cher que le tube. C'est normal parce qu'il contient beaucoup moins de peinture, mais si vous débutez et que vous n'êtes pas sûr que l'aquarelle ça va vous plaire, ou si vous avez un petit budget et que vous avez tout un assortiment de couleurs à vous faire, vous aurez peut-être plutôt envie d'acheter des demi-godets. Alors maintenant, il y a certaines marques qui proposent des tubes de 5 ml. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le cas pour l'aquarelle extra fine Horadam de Schmincke, où là, on voit que les petits tubes de 5 ml sont au même prix que les demi-godets, mais c'est pas toutes les marques qui proposent ces petits tubes-là, et de manière générale, le demi-godet est quand même moins cher que les tubes de taille standard. Donc le budget dont vous disposez, ça va peut-être être un critère de choix entre aquarelle en godet et aquarelle en tube. Un autre critère de choix entre godet et tube, c'est le côté pratique et la flexibilité, parce que quand on a des petits godets comme ça, on est obligé d'avoir une boîte pour les maintenir. Sinon, essayez-vous d'aller récupérer de la peinture sur un petit godet qui est libre comme ça. Ça peut faire rigoler, mais c'est juste pas possible. Alors que quand on a de la peinture en tube, on peut se servir à peu près de tout et n'importe quoi comme palette. Moi par exemple, j'aime beaucoup utiliser ces assiettes que j'ai achetées chez L'Incroyable pour même pas 1 €. Je trouve ça très pratique. Avec de l'aquarelle en tube, on peut bien évidemment aussi acheter des demi-godets ou des godets vides et les remplir avec de la peinture. Moi, c'est ce que je fais pour mes palettes de plein air. Et sur ma grande palette de plein air, je suis passée à des godets entiers. Parce qu'un autre problème qui se pose aussi très rapidement avec les demi-godets, c'est que quand on a des grands pinceaux, comme des grands pinceaux plats ou même des grands pinceaux ronds, ça devient vite compliqué de récupérer la peinture dans les tout petits godets. Donc moi je préfère largement utiliser des palettes plates de ce type avec des puits qui ont une toute petite bordure, parce que là c'est très facile de récupérer la peinture pour l'amener dans la zone de mixage et préparer des grands lavis. Donc l'aquarelle en godet, ça peut être bien si on reste sur des petits formats ou bien pour emmener avec soi en plein air, mais dès qu'on passe à des grands formats et qu'on veut faire des grands lavis avec beaucoup de jus, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des palettes comme je viens de vous montrer avec des puits ou encore des assiettes ou même des coupelles comme celle-là dans lesquelles on peut préparer beaucoup de jus. Donc c'est pour ça que moi je préfère largement acheter de l'aquarelle en tube, même si c'est un peu plus cher à l'achat, sachant que dans un tube il y a quand même pas mal de peinture et qu'on peut faire assez longtemps avec. Un autre critère qui est pour moi en faveur de l'aquarelle en tube, c'est la facilité à obtenir des couleurs sombres et des jus un petit peu crémeux. Là, je suis en train de faire des aplats de bleu d'Anvers de Winsor & Newton. Sur la gauche, je l'ai fait avec de l'aquarelle en godet et sur la droite avec de l'aquarelle en tube. J'essaye évidemment d'obtenir la couleur la plus sombre possible et on voit qu'avec l'aquarelle en tube, j'ai tout de suite un mélange qui est beaucoup plus crémeux et que la couleur est plus sombre après séchage. Ça va être d'autant plus important quand on va vouloir obtenir des couleurs sombres par mélange. Là, par exemple, je suis en train de mixer un gris en mélangeant un bleu outremer foncé avec un terre de sienne brûlé. Donc, ce sont des couleurs extra fines de la marque Sennelier. Sur la gauche, j'utilise de l'aquarelle en godet et sur la droite, j'utiliserai de l'aquarelle en tube. Et vous voyez qu'avec l'aquarelle en godet, ça prend du temps de mélanger la couleur. Il faut que je travaille beaucoup, que je roule vraiment mon pinceau sur les petites plaques d'aquarelle pour récupérer suffisamment de pigment. Ensuite, que j'aille rechercher de l'eau puis que je recommence à récupérer du pigment. Donc pas mal d'efforts à faire avant de pouvoir appliquer ma couleur. Au contraire, avec l'aquarelle en tube, il suffit que je dépose un petit peu de peinture fraîche sur ma palette et que je la mélange avec un petit peu d'eau et hop, j'ai un mélange qui est très très crémeux et très sombre. J'ai réussi à obtenir tout de suite le noir vers lequel je voulais tendre. Et après séchage, on voit que la couleur reste plus sombre que celle obtenue avec l'aquarelle en godet. Donc je sais pas si c'est hyper flagrant sur la vidéo. En tout cas, dans la pratique, pour moi, ça fait une grosse différence parce que j'avoue que quand j'ai beaucoup de mélange de couleurs à faire, ça m'enquiquine vite de devoir passer un temps fou à mélanger mes couleurs. Alors, maintenant, je voudrais bien vous parler de toutes les petites annotations un petit peu mystérieuses qu'il y a sur les godets et les tubes de peinture aquarelle, parce que quand on n'y connaît rien, on pourrait se demander si c'est pas des extraterrestres qui nous parlent en langage codé. Ils nous mettent des noms de couleurs, des noms de pigments à la mort moelleux avec des chiffres et des lettres, des petits carrés, des petites étoiles, ils nous parlent d'ASTM. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ce schmilblick ?
Alors déjà, sachez que si vous voulez trouver des informations précises sur votre peinture aquarelle, le mieux c'est d'aller sur le site des fabricants. Là par exemple, j'ai tapé aquarelle Winsor & Newton et je tombe sur le lien vers leur site officiel. Et si je clique dessus, j'arrive sur la page de leur aquarelle professionnelle, qui est leur aquarelle extra fine. Là, j'ai toutes les couleurs, et si je clique sur une couleur, j'ai toutes les informations qui s'affichent sur cette couleur. Je peux aussi aller ici dans la rubrique téléchargement pour aller télécharger le nuancier chromatique, et sur ce nuancier chromatique, je retrouve toutes les couleurs avec toutes les infos. Même chose si je tape ici aquarelle Sennelier. Je tombe sur le lien vers leur site officiel. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe sur leur site, mais il faut aller dans Produits et Aquarelles. Là, ils nous expliquent tout leur processus de fabrication et je peux aussi aller sur le nuancier avec toutes les couleurs et toutes les infos. Dernier exemple avec la marque Daniel Smith. Alors eux ils sont en anglais, donc leur site c'est Watercolor Daniel Smith, parce que pour ceux qui le savent pas, aquarelle en anglais c'est watercolor. On arrive là aussi sur leur page, et ici ils nous disent Download our watercolor chart, ce qui veut dire télécharger notre nuancier aquarelle. Et quand on clique dessus, on arrive dans une Dropbox où on a la possibilité de télécharger le nuancier. Donc ça, vous pouvez le faire pour toutes les marques d'aquarelle. Il suffit de taper le nom de la marque avec aquarelle derrière et vous allez trouver toutes les informations. Alors, première information importante, bien évidemment, c'est le nom de la couleur, mais sachez que les fabricants d'aquarelles donnent les noms aux couleurs un petit peu selon leur fantaisie. On a bien évidemment des noms qui reviennent entre les différentes marques. La terre de sienne brûlée, par exemple, c'est un grand classique, je crois qu'on la retrouve dans toutes les marques de peinture aquarelle, mais ça signifie pas forcément que c'est exactement la même teinte, et c'est là que ça va être important d'aller regarder les noms des pigments. Donc ici, pour la terre de sienne brûlée, on voit que le nom du pigment c'est PR101. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en anglais Pigment Red, donc pigment rouge numéro 101. Alors les noms des pigments sont toujours indiqués de cette manière. On a le P pour pigment, ensuite on a une ou deux lettres qui nous indiquent le groupe de couleurs auquel appartient ce pigment, et ensuite on a un numéro qui désigne le pigment en lui-même. Donc pour que vous compreniez mieux, sachez que PY c'est Pigment Yellow pour les pigments jaunes, PO c'est pigment orange, PR c'est Pigment Red pour les pigments rouges, PV c'est pigment violet, PB c'est Pigment Blue pour les pigments bleus, PG c'est Pigment Green pour les pigments verts, PBR c'est Pigment Brown pour les pigments bruns, PW c'est Pigment White pour les pigments blancs et PBK c'est Pigment Black pour les pigments noirs. Et ensuite, on a certaines couleurs qui sont un mélange de plusieurs pigments, comme par exemple ici l'or de quinacridone, qui est un mélange entre un pigment rouge, un pigment violet et un pigment jaune. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, entre deux marques d'aquarelles différentes, on peut avoir des couleurs qui ont le même nom mais qui ne correspondent pas exactement à la même teinte. Ça se remarque aisément quand on comprend le nom des pigments. Donc ici, pour Winsor & Newton, la terre de sienne brûlée, c'est le pigment rouge numéro 101. Mais si on va voir maintenant sur le nuancier de l'aquarelle extra fine Sennelier, on voit que pour eux, la terre de sienne brûlée, c'est le pigment brun numéro 7. Donc ça, c'est une information qui sera peut-être pas vitale si vous débutez l'aquarelle et que vous voulez juste commencer à vous amuser un petit peu avec les couleurs, mais ça peut devenir important par la suite si vous progressez et que vous cherchez certaines teintes particulières pour faire vos mélanges. Un autre critère qui sera peut-être pas vital si vous débutez tout juste, mais qui va rapidement devenir très important si vous souhaitez conserver et exposer vos œuvres et surtout si vous souhaitez les vendre, c'est la résistance à la lumière ou light fastness en anglais. Et la résistance à la lumière, c'est la manière dont une couleur va se dégrader dans le temps quand elle est exposée à la lumière dans des conditions dites normales. Donc par exemple, quand on encadre une œuvre et qu'on l'accroche au mur. Et quand on encadre une œuvre, ce qu'on a envie, c'est qu'elle reste à peu près exactement telle qu'elle est pour, disons, les 150 prochaines années. Donc dans ce cas-là, il faut s'assurer d'utiliser des couleurs qui sont résistantes à la lumière, sinon on court le risque de voir certaines couleurs s'affadir ou changer de teinte avec le temps.
Alors généralement on voit écrit résistance à la lumière ou light fastness et derrière on a un petit chiffre romain. Ce petit chiffre romain c'est ce qu'on appelle une note ASTM et ASTM c'est l'abréviation pour American Society for Testing and Materials, en français la Société américaine pour les essais et matériaux qui établit des normes de conservation pour archives en ce qui concerne les matériaux artistiques. Et ici sur le site de Winsor & Newton, il nous explique que des couleurs qui ont une note ASTM de 1 ou 2 sont considérées comme permanentes pour l'usage artistique, alors qu'une note de 5 signifie que la couleur n'est pas résistante à la lumière. La plupart des fabricants d'aquarelles utilisent cette notation ASTM. Si on retourne par exemple sur le nuancier de l'aquarelle extra fine Sennelier, on voit qu'il nous indique aussi cette tenue de lumière selon les normes ASTM. Mais pour certaines couleurs, la note ASTM n'est pas disponible. Par exemple, si on regarde ici le style de grain vert, on voit qu'on a un petit NR et que NR ça veut dire non répertorié. C'est pour ça que les fabricants utilisent souvent un deuxième système de notation. Alors chez Sennelier, ils utilisent des petites étoiles et c'est comme pour les hôtels, quand on a 3 étoiles, c'est que c'est bien. On a une couleur qui résiste bien à la lumière, alors que quand on a une seule étoile, on a une couleur qui ne résiste pas bien à la lumière. Winsor & Newton, eux, ils nous indiquent en plus une note de permanence avec une lettre derrière et ils nous expliquent que la permanence, c'est la résistance d'une œuvre au changement lorsque celle-ci est exposée à la lumière et l'air et qui prennent en compte tout un tas de facteurs pour mesurer ça. Et alors ici, il faut chercher les A. Quand on a AHA ou un A, c'est qu'on a une couleur qui est bien résistante à la lumière. Et alors, certains fabricants n'utilisent carrément pas la notation ASTM. Bouh, ils en veulent pas, ils ont trouvé mieux. C'est le cas de Schmincke pour son aquarelle extra fine Horadam. Ici, je suis sur leur brochure à la rubrique Light Fastness, donc résistance à la lumière. Alors, tout est en anglais, mais en gros, ils nous expliquent qu'ils utilisent un système de notation à 5 étoiles basé sur l'échelle de laine bleue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de laine bleue ? En fait, l'échelle de laine bleue, elle a été développée au départ pour l'industrie textile, mais elle a été adoptée par l'industrie de l'impression pour mesurer la résistance à la lumière des colorants d'encre. Donc Schmincke utilise ce système de notation, et là c'est de nouveau comme les hôtels, plus on a d'étoiles et plus on a une couleur qui résiste bien à la lumière. Donc quelle que soit l'échelle utilisée, les fabricants sérieux nous donnent l'information sur la résistance à la lumière, il faut juste regarder un petit peu en détail des fois pour comprendre le système de notation utilisé. Un autre critère qui va être important de prendre en compte dans le choix de vos couleurs, c'est la transparence et l'opacité. Alors par nature, l'aquarelle est un médium transparent, mais certaines couleurs sont plus ou moins transparentes et on a même des couleurs opaques. Pour vous montrer la différence entre les deux, j'ai appliqué 2 jaunes citrons sur une bande noire. Ce sont 2 jaunes citrons de l'aquarelle extra fine Sennelier, mais celui du haut est opaque alors que celui du bas est transparent. Et après séchage, on voit que celui du haut est beaucoup plus couvrant, même si l'opacité n'est pas totale. Alors généralement, les fabricants nous donnent l'information sur l'opacité par des petits carrés comme ça. Quand ils sont complètement remplis, c'est que la couleur est opaque. Quand ils sont pas remplis du tout, c'est que la couleur est transparente. Et quand ils sont à moitié remplis, c'est que la couleur est semi-opaque. Si on va maintenant sur le nuancier de Daniel Smith, on voit que eux, ils utilisent des petits ronds, mais le principe est le même. Certains fabricants comme Schmincke font la différence entre les couleurs semi-transparentes et les couleurs semi-opaques. Alors moi, j'avoue que je comprends pas trop. Pour moi, on est soit transparent, soit opaque, soit entre les deux. Mais il doit bien y avoir une subtilité que je ne connais pas. Donc si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Winsor & Newton, eux, ils utilisent les lettres T et O pour désigner les couleurs transparentes et opaques. Donc bien sûr, les transparentes sont marquées T, les opaques sont marquées O, et ils ont aussi les semi-transparentes ST et les semi-opaques SO. Alors certains aquarellistes vous diront n'utilisez surtout pas des couleurs opaques, achetez uniquement des aquarelles transparentes. Moi j'ai pas envie de vous dire ça, ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il faut surtout comprendre la différence entre les aquarelles opaques et les aquarelles transparentes et comment elles réagissent dans la pratique. C'est vrai que les aquarelles opaques peuvent être un peu plus difficiles à utiliser, surtout pour les débutants parce qu'elles sont un peu plus denses, elles ont plus de corps et elles fusent un peu moins. Là par exemple vous me voyez en train de créer des effets de végétation. Sur la gauche j'utilise uniquement des aquarelles transparentes alors que sur la droite je vais appliquer ce jaune de cadmium opaque que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand j'applique le jaune, vous voyez qu'il fuse beaucoup moins et qu'on a un effet un petit peu comme de la crème.
Alors ça, c'est pas forcément gênant si on utilise les opaques seules, surtout si elles sont assez diluées ou si elles sont mélangées uniquement avec des couleurs transparentes, mais si on commence à mélanger pas mal d'opaques entre elles, on peut vite arriver à des mélanges qui vont devenir bourbeux, surtout si on utilise des opaques qui contiennent du blanc, comme le jaune de Naples que je vais appliquer là. Donc là, quand j'applique le jaune de Naples, vous voyez qu'il fait vraiment un effet laiteux, donc si on continue à mélanger ce genre de couleurs opaques entre elles, ça tourne vite à la gadoue. Alors dans certains cas, la densité des couleurs opaques et le côté laiteux de celles qui contiennent du blanc peut tourner à notre avantage. Comme là par exemple, je vais faire un petit ciel au-dessus de cette plage en travaillant mouillé sur mouillé et je veux que le bas du ciel ait une couleur un petit peu ocre comme ça se produit des fois quand le ciel est un petit peu voilé au-dessus de la mer. Donc j'applique mon jaune de Naples que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour faire le bleu du ciel, je choisis un bleu royal qui est aussi une couleur opaque qui contient du blanc. Donc là, je suis en train de l'appliquer sur le haut du ciel et de délimiter des nuages. Donc déjà, le fait que ce bleu se diffuse moins qu'une couleur transparente, ça m'aide à ce que mes nuages ne se réduisent pas trop rapidement comme peau de chagrin. Et là, quand je viens appliquer un petit peu de bleu sur le bas du ciel, là où il y a déjà mon jaune de Naples, le fait que les deux couleurs contiennent du blanc et ne soient pas très saturées, ça évite de créer un vert qui soit vraiment intense dans le ciel. Si on avait par exemple un bleu phthalo et un or de quinacridone, je peux vous assurer qu'on aurait très rapidement un ciel qui serait tout vert là en bas. Un autre cas où ça peut être bien utile d'avoir quelques opaques à sa palette, c'est à la fin d'une œuvre quand on veut récupérer quelques petits rayons de lumière qu'on aurait perdus, comme ici par exemple si je veux détacher quelques petites brindilles claires sur le fond sombre, je peux le faire en utilisant des couleurs opaques. Alors même si ça n'a pas la même fraîcheur que l'aquarelle transparente, tant que ça reste sur des petits détails, c'est pas trop gênant. Pareil, si vous avez croqué rapidement des petites silhouettes de personnages, rien ne vous empêche de revenir par-dessus après avec des couleurs opaques pour les réveiller un petit peu. Donc pour résumer, mon conseil c'est d'utiliser quand même majoritairement des aquarelles transparentes pour conserver la fraîcheur de l'aquarelle, mais ne vous privez pas complètement des couleurs opaques comme s'il y avait une espèce d'interdiction à les utiliser, ce serait dommage parce que dans certains cas elles peuvent être bien utiles, il faut simplement comprendre comment elles réagissent dans la pratique et bien les identifier sur sa palette. Alors un autre type de couleur qu'il va falloir bien identifier, c'est les couleurs granulantes. Et qu'est-ce que c'est une couleur granulante ? C'est une couleur qui possède des pigments un peu plus lourds qui se déposent dans les creux du papier et ça crée des effets de texture. Pour vous montrer ça, je suis en train d'appliquer des couleurs granulantes de la marque Daniel Smith. Alors sachez que Daniel Smith, c'est une des marques d'aquarelle qui propose plein de très belles couleurs granulantes. Et alors ces couleurs granulantes, elles peuvent être d'une aide précieuse dans certains cas, par exemple pour créer facilement des effets de texture si on veut faire des choses comme du sable, de la roche, du bois ou bien la façade un petit peu décrépite d'un bâtiment, là c'est super génial, mais il y a d'autres moments où on n'aura pas forcément envie que nos couleurs se mettent à granuler alors que c'était pas prévu, comme par exemple si on veut faire un beau ciel bleu bien pur et bien limpide. Et en parlant de ciel bleu, sachez que généralement les bleus cobalt et les bleus outre-mer ont tendance à granuler un petit peu, de même que les couleurs de terre, type terre de ciel naturelle. Généralement, les fabricants nous indiquent par un G qu'une couleur est granulante. Chez Daniel Smith, ils font un petit peu différemment, ils nous mettent granulation oui ou non, avec N pour no, non, la couleur n'est pas granulante, Y égale yes, oui, la couleur est granulante. Sur le nuancier de Sennelier, j'ai pas vraiment trouvé l'information précise, sans doute parce que la majorité de leurs couleurs ne granulent pas. Alors je me suis fait la réflexion que c'est en regardant ces petites vignettes ici qu'on peut voir que certaines couleurs sont potentiellement granulantes. Et par exemple ce violet bleu, je sais qu'il granule parce que je l'ai à ma palette, de même que leur terre de ciel naturelle. Et enfin, dernière chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est le pouvoir teintant ou le pouvoir colorant de certaines couleurs, staining en anglais. C'est en fait la capacité de certains pigments faits de particules très fines à adhérer très fortement au papier et à le teinter de manière irrémédiable. C'est généralement le cas par exemple des phthalos verts et bleus qui sont des couleurs très teintantes. Et identifier les couleurs teintantes à sa palette, ça va être important quand on veut faire des retraits après que la peinture est séchée. Ici, par exemple, je suis en train d'effectuer un retrait sur un vert émeraude et un turquoise de phthalo. Et vous voyez qu'avec le vert émeraude, j'ai quasiment récupéré le blanc du papier, alors qu'avec le turquoise de phthalo, j'ai toujours un petit effet un peu bleuté. Winsor & Newton, ils nous indiquent les couleurs teintantes par PC pour pouvoir colorant. Schmincke, eux, ils utilisent un système de petits triangles. Le petit triangle plein, ça veut dire que la couleur est teintante. Quand il est vide, c'est que la couleur n'est pas teintante. Et quand il est à moitié rempli, c'est que la couleur est semi-teintante. Et certaines fois, on n'a pas du tout l'information et on s'en rend compte un petit peu à l'usage ou quand on constate que certaines couleurs tachent nos palettes en plastique.
Alors, pour terminer ce long tutoriel, je voudrais juste dire quelques mots sur le choix des couleurs à ajouter à sa palette. Honnêtement, ça pourrait faire l'objet d'un tutoriel entier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est aussi un petit peu personnel parce que chaque artiste a ses couleurs préférées et va se constituer sa propre palette. Les couleurs, il faut vraiment jouer avec et s'amuser à les mélanger pour se les approprier. Mais je sens que si je parle pas du tout de ça, il y a des personnes qui vont vouloir constituer leur première palette et qui vont se retrouver un petit peu perdues au moment de choisir leurs couleurs. Donc déjà, sachez que si vous avez les 3 primaires, un jaune, un rouge et un bleu, vous pouvez théoriquement mixer toutes les autres couleurs à partir de ça. Ensuite, si vous voulez augmenter vos possibilités pour les mélanges, vous pouvez constituer une palette avec une version chaude et une version froide de chacune des primaires, donc un jaune chaud et un jaune froid, un rouge chaud et un rouge froid, et un bleu chaud et un bleu froid. Ça, c'est une espèce de valeur sûre, et ensuite, ça peut être utile d'ajouter certaines couleurs terriennes qui sont plus désaturées et qui vous aideront à faire en sorte que vos aquarelles ne ressemblent pas à des espèces de tripes sous acide avec des couleurs flashy partout. Elles vous aideront aussi à créer des gris et des bruns assez facilement. Donc moi j'aime bien avoir par exemple un jaune désaturé type terre de sienne naturelle ou ocre jaune. Attention parce que les ocres jaunes sont souvent opaques. J'aime bien aussi avoir un brun cuivré type terre de sienne brûlée ou oxyde de fer rouge transparent et un rouge terrien type garance brune. Alors à ce stade, vous avez compris que les noms exacts des couleurs importent peu, mais l'important c'est de comprendre le principe. Et enfin, ça peut être utile aussi d'avoir des couleurs neutres à sa palette. Moi, je les utilise plus du tout, mais je les ai beaucoup utilisées quand j'ai débuté. Elles sont très pratiques pour désaturer rapidement les autres couleurs et créer des couleurs sombres. Dans les couleurs neutres, il y a par exemple la teinte neutre, neutral tint en anglais. C'est un gris qui ne tire ni vers le chaud ni vers le froid. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas vous le montrer. Je vous ai mis le sépia qui est une teinte neutre qui tire plutôt vers le chaud et le gris de Paint qui est une teinte neutre qui tire plutôt vers le froid. Avec une petite palette réduite comme ça, vous avez déjà pas mal de possibilités pour faire des mélanges de couleurs. Si vous n'y connaissez rien à la théorie des couleurs et au mélange de couleurs, ma foi, écoutez, je peux pas grand chose pour vous, hein. Non, je déconne. En fait, vous pouvez trouver plein d'infos sur internet et surtout, Pete a fait une super formation qui s'appelle Théorie des couleurs qui est disponible sur le blog. Moi, je l'ai visionnée quand j'ai débuté l'aquarelle, ça m'a été d'une aide précieuse. Moi, je parlerai un petit peu des mélanges de couleurs dans les prochains tutos sur l'aquarelle à venir ici sur la chaîne et surtout, dans la formation sur les bases de l'aquarelle dont la sortie est prévue en septembre 2020. Alors volontairement, je ne vous ai pas parlé des différentes marques d'aquarelles qui sont disponibles sur le marché, c'est tout simplement parce que j'en ai aucune en particulier à vous recommander. Toutes celles que j'ai montrées dans le tutoriel ont une solide réputation, mais il en existe d'autres que j'ai pas citées, comme par exemple Rembrandt, M. Graham, Mijello, My Mary Blue. Je pense que maintenant vous avez compris que pour savoir si un fabricant est sérieux, il suffit de chercher son site officiel pour voir s'il nous donne toutes les informations sur ses processus de fabrication et sur ses couleurs. Et je préfère préciser, pour ceux qui débutent complètement et qui se poseraient la question, les aquarelles de différentes marques se mélangent sans aucun problème entre elles. Et voilà les amis, dans ce tuto, je vous ai mitraillé d'infos sur la peinture aquarelle. Fiou, 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 fiou. Ouais, ça, c'est les infos qui fusent. Petit résumé des infos importantes pour que vous reteniez quelque chose, histoire que j'ai pas parlé pendant 30 minutes, pour que ça se dissolve dans le néant comme de l'aquarelle trop diluée. Premièrement, nul besoin d'investir tout de suite dans de l'aquarelle extra fine. L'aquarelle fine suffit. L'extra fine se justifie si vous voulez améliorer la luminosité de vos œuvres et leur conservation dans le temps. Bah oui, moi je suis pas extra fine, je suis juste fine, c'est déjà pas mal, non? Deuxièmement, si vous pouvez vous le permettre, préférez l'aquarelle en tube à l'aquarelle en godet pour des questions de flexibilité et de facilité à mélanger des couleurs sombres et crémeuses. J'adore la crème glacée. Troisièmement, si vous souhaitez conserver et exposer vos œuvres et surtout si vous souhaitez les vendre, prenez garde à choisir des couleurs qui soient résistantes à la lumière. Ah, de la lumière, je fonds! Quatrièmement, faites attention aux couleurs opaques. Travaillez majoritairement avec des couleurs transparentes pour conserver la fraîcheur de l'aquarelle, mais ne vous privez pas complètement des couleurs opaques, utilisez-les simplement à bon escient. Cinquièmement, attention aux couleurs granulantes qui sont absolument bénéfiques quand on veut créer des effets de texture, mais totalement maléfiques quand on veut pas de texture, c'est tout. Moi, j'aime pas les grumeaux dans la purée. Et enfin, faites attention à bien identifier vos couleurs teintantes si vous voulez effectuer par la suite des retraits. Mais non, pas des retraits d'argent, on parle de couleurs là.
Oh là là, le résumé de ouf. Interrogation écrite la prochaine fois. Allez les amis, je vous fais plein de grosses bises colorées. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures pleines de magie avec l'aquarelle. C'était bien ça. C'était rythmé, c'était incisif, c'était drôle. Enfin, je crois. Et je crois que j'ai rien oublié. Fais gaffe, tu t'es mis de la peinture sur le menton, ça peut être toxique, tu sais. Plus mourir. Mais attends, ça pourrait être utile pour dégommer tous les coronavirus qui pourraient se balader sur ma tête. Tiens, prends ça, du bleu outre-mer. Tiens, de l'olizarine cramoisie. De l'auréoline. Ce tournage a été réalisé par une professionnelle. Veuillez ne pas reproduire à la maison sous peine de danger de mort. Pete, mais où est-ce que t'es, hein? Dis-moi où tu te caches. Pete! T'es où? Oh! Pete, c'est toi? Allô? Dis quelque chose? Je suis sûre que t'es là-dedans, Pete. Sors de ce corps en plastique. Allô? T'es toujours là? Pete, t'es là-dedans? Oh! Tu m'entends? Oh! Pete, t'es toujours là? Ça y est! Il est parti. On va pouvoir se parler un petit peu en privé. Il faut que je vous mette en garde, les amis. Parce que Pete, il propage un grain de folie qui est sérieusement contagieux. Moi, je crois que j'ai été contaminée. Et en plus, c'est incurable. C'est trop tard pour moi. En tout cas, faites bien attention à vous. J'entends encore ce que tu dis. Hein. Ah, mais c'est pas possible. Puisque c'est comme ça, je disparais. Par le pouvoir magique de l'aquarelle,